Et quel plaisir j'ai de vous retrouver ici, à mes côtés, Emmanuel Roche, ancien officier du ministère français de la Défense. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, plaisir partagé, Mathias. Exact. J'avais une question qui me taraudait justement par rapport à ces menaces de guerre proférées par le Hezbollah. Que peut et surtout doit faire la France pour empêcher le Hezbollah d'agir? La France en tant que telle ne va pas pouvoir faire grand-chose. Ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est qu'il y a eu des grands effets d'annonce médiatiques par le gouvernement français vis-à-vis du non-gouvernement puis du gouvernement libanais, des grandes promesses d'aide à la suite de l'explosion des silos sur le port de Beyrouth. Quelques années auparavant, il y avait des promesses de livraison d'armes à payer par l'Arabie Saoudite pour renforcer l'armée libanaise. Le problème, c'est que le Hezbollah est une partie intégrante de la constitution et du fonctionnement des institutions libanaises. Les chiites sont une partie intégrante. Malheureusement, les chiites, c'est le Hezbollah, et le Hezbollah veut détruire l'État d'Israël. Mais le gouvernement français ne peut pas choisir une partie, un des 3/4 du gouvernement et des institutions libanaises en excluant un autre. Le problème, c'est que le Hezbollah, en armement, en capacité militaire, est plus fort que l'armée libanaise elle-même. Donc c'est un peu coincé. Mon idée, ça serait de plutôt travailler dans la diplomatie et pas dans l'ombre, mais en tout cas dans la discrétion, plutôt que de faire des grands effets d'annonce qui finalement tombent à l'eau et qui prouvent qu'on ne sait rien faire. Quand le chef d'état-major israélien va en France, qu'il va rencontrer son homologue, mais surtout qu'il va rencontrer le conseiller stratégique et militaire d'Emmanuel Macron, il va parler quoi? Coopération? Il va lui demander? Il va lui apporter des preuves? Je pense que même que les preuves, j'espère qu'elles sont déjà sur la table du président de la République en France, mais il va surtout leur dire de ne pas faire ceci ou cela. Je me rappelle à l'époque des prévues livraisons d'armes payées par l'Arabie Saoudite. Tous les responsables israéliens de la défense et de la sécurité ont expliqué à leurs homologues ici et ailleurs que c'était quelque chose à pas faire parce que automatiquement ces armes allaient passer aux mains du Hezbollah. Donc il y a quoi? Il y a une coopération, il y a une vraie coopération franco-israélienne? Il y a une coopération franco-israélienne dans l'absolu. Elle est absolue et elle est dans l'absolu. Ensuite... Pourquoi on en entend quasiment jamais parler? Parce qu'il faut que ça soit discret. Parce que du coup, quand on coopère avec l'État d'Israël, en général, tout va bien. Mais là, on coopérerait, j'ai bien coopérerait, vis-à-vis, voire contre un État qui n'est pas Israël, mais qui est un État aussi ami de la France. Ça commence à devenir compliqué. Est-ce que, face à ce problème et cet imbroglio, l'option militaire, c'est la seule? Face à l'Iran, face à ses proxys? Là, vous demandez à un ancien militaire, je vous répondrai oui. Mais là, la guerre serait coûteuse. Mais oui, l'option militaire, elle n'est pas sur la table encore. J'imagine qu'elle n'est pas sur la table. Certainement pas vis-à-vis de Hezbollah et encore moins vis-à-vis de l'Iran. Quoique j'ai cru comprendre que depuis quelques mois, semaines et mois, Israël explique aux Américains qu'ils n'ont peut-être pas besoin d'eux pour intervenir. Alors intervenir où et comment, ça c'est aux militaires et aux services de renseignement d'en décider. Mais on a effectivement... Alors le Liban n'est pas un État qui veut la mort d'Israël, mais le Hezbollah qui en fait partie et qui est bien plus puissant que l'armée libanaise veut la destruction d'Israël. Et l'Iran, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, qui a menti pour l'accord cadre sur le nucléaire, qui a menti tout le temps, on vient de le voir encore aujourd'hui, qui piétine les droits de l'homme avec joie et plaisir. Et l'Iran veut la destruction de l'État d'Israël, c'est répété dans leur assemblée à peu près tous les 2 mois. Moi j'ai du mal à comprendre qu'on puisse essayer de composer avec des gens comme ça. J'aimerais revenir sur vos propos en tant qu'ancien officier du ministère français de la Défense. Vous parlez de la diplomatie de l'ombre. C'est quoi? Alors, tout d'abord, il y a les diplomates, parce que je ne voudrais pas leur enlever leur métier et leur pain de la bouche, parce que les diplomates font beaucoup, en dehors de ce qu'on voit à la télé, des grandes réceptions sur les perrons de l'Élysée en serrant les mains. Non, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de conférences calls qui sont devenues bien à la mode depuis les confinements et le Covid, mais ça a toujours existé, ça existe encore. Donc les diplomates font leur travail, qui est un travail plus politique, et après les services de renseignement font un travail plus technique. Alors justement, est-ce qu'il y a une diplomatie de l'ombre des services de renseignement? Parce que pour éviter justement d'en arriver aux armes, on le voit bien, coopération stratégique Israël-France, mais en même temps, je vous ai posé la question, est-ce que l'option militaire est la seule? Donc ça veut dire que face à ça, il faut bien trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre. L'option militaire ne peut pas être la seule, sinon on ne mériterait pas notre statut, le vôtre et le nôtre d'État démocratique et libre. Mais elle doit être posée sur la table. Il ne faut pas se voiler la face. La preuve, toute l'Europe s'est voilée la face, et au mois d'avril, Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine. Il fallait y réfléchir un petit peu avant, c'est trop tard maintenant.
Ça serait bien de ne pas en venir à l'option militaire, mais il y a un moment, c'est comme un petit chien qui vient vous embêter, au bout d'un moment, il faut lui taper sur le nez. Et lui taper sur le nez, il ne faut pas le détruire, mais il faut lui taper sur le nez. La question, c'est qu'on parle souvent des opérations de la guerre de l'ombre, israélienne et américaine. Je ne vais pas vous mettre en porte-à-faux, bien évidemment, Emmanuel, ce n'est pas mon objectif, mais est-ce que la France aussi a, allez, entre guillemets, un droit de regard en Iran ou au Liban? C'est pas forcément... On l'a cru il y a longtemps, à la grande époque du général de Gaulle et les années après, que le Liban nous appartenait et qu'on avait un droit de regard. On n'a plus un droit de regard depuis les guerres du Liban, depuis un peu avant, puis 1982 surtout. En fait, je pense, c'est très personnel. Légitimement, on n'a pas le droit de regarder au Liban. On n'a pas le droit. Je pense qu'on n'a pas le droit d'aller leur expliquer qu'il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. D'opérer au Liban, c'est une autre histoire. Honnêtement, je la connais pas et c'est une autre histoire et je pense que ça doit être bien compliqué. Et en Iran? Et en Iran, bizarrement, il y a plein de moyens qui permettent de faire des choses, d'empêcher certaines choses, avant même d'aller mettre les pieds sur place. Ça, j'en suis persuadé. C'est ce qu'on appelle le SIGINT, le renseignement technologique. Et Israël l'a prouvé. Donc oui, il n'y a aucun problème. Après, la coopération, elle se fait, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Peut-être une réaction en 2 mots sur cette vague de terreur qui sévit en ce moment en Israël. Votre regard? Là, je suis ici pour une semaine en vacances. Je savais que c'était les fêtes et que ça allait être un peu compliqué. Je suis vraiment désolé que ça recommence à chaque fois. On dirait que c'est marqué dans leur calendrier et qu'ils vont recommencer. Et tout le monde a peur, tout le monde réagit. Et ça n'amène à rien. Merci Emmanuel Roche, ancien officier du ministère français de la Défense, d'avoir été avec nous.